bonjour à tous. Merci d'être là, nombreux et à l'heure. Il y a toujours des gens qui vont encore arriver. Pour ceux qui ont déjà une bonne place, vous avez tous récupéré le document. Ça, vous pourrez mettre des notes au moment où les slides passent. Voilà, c'est la deuxième conférence. On avait organisé déjà un cycle de conférences avec le cabinet de Kaiser en 2018 et on avait eu donc beaucoup de retours positifs et on nous a demandé de réorganiser des conférences similaires cette année parce qu'il y a eu des évolutions dans toute une partie des législations qui concernent ces sujets de succession et de donation. Et donc c'est ce qu'on a fait avec, pour ceux qui étaient là à la première conférence sur les successions, il y a une quinzaine de jours, j'avais expliqué qu'on avait un angle cette fois-ci d'approche différente, c'est-à-dire qu'on voulait traiter dans la même session les aspects civils, légaux, d'une part, et les aspects fiscaux, à la première conférence sur les successions, à la deuxième conférence ici aujourd'hui sur les donations. Parce que la première fois en 2018, on avait fait tous les aspects légaux d'une part, à la fois sur les successions et les donations, et puis après les aspects fiscaux des deux choses à la conférence suivante, et les gens soit ils n'étaient pas à la première conférence ou vous ne pouvez pas participer aux deux conférences, et donc il leur manquait un élément d'appréciation. Cette fois-ci, on a voulu faire les choses de façon un peu différente. Et donc cette deuxième conférence avec eux en français, parce qu'on fait la même chose aussi en anglais, porte aujourd'hui donc exclusivement sur les donations. On passera d'abord en revue les aspects juridiques, et après les aspects fiscaux qui sont impliqués quand on est dans des situations, comme c'est la plupart d'entre nous, avec des composantes nationales multiples, à la fois pour le donateur et le donataire. Et donc c'est intéressant de voir, on ne peut pas évidemment couvrir tous les champs, mais au moins d'avoir des clés d'appréciation et de compréhension de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et des conséquences des actes qu'on pose. Voilà, donc la parole, je la donne tout de suite à nos deux avocats qui vont se présenter leur cabinet, et puis ensuite ils vont faire l'exposé que vous attendez. Voilà. Voilà, merci bien. Donc, un tout petit mot sur notre cabinet, puisqu'on a souvent des questions après les conférences de savoir qui on est, comment on fonctionne, donc autant que ce soit une information générale. Donc on est un cabinet d'avocats, on est établi à Bruxelles, on est un cabinet spécialisé dans les matières fiscales, et en particulier dans tout ce qui concerne les transmissions de patrimoine. Les transmissions de patrimoine, ça va inclure évidemment des aspects non seulement fiscaux, mais aussi civils. Et donc on est 5 ou 6 ou 7 avocats selon les années, je vais dire. Et on a une pratique qui est essentiellement belge et internationale, puisqu'on a beaucoup de clients qui sont des personnes qui viennent d'autres pays, souvent européens, et qui ont donc des liens d'extranéité, ce qui est également votre cas et qui nous permet de venir vers vous d'une manière assez à la fois normalement compétente et peut-être aussi assez pratique, puisqu'on a des cas comme ceci tous les jours. La façon dont on fonctionne d'un point de vue pratique, si quelqu'un veut venir nous revoir par après, c'est que, comme nous sommes un cabinet d'avocats, nous facturons nos prestations et on les facture en tarification horaire en général. La première réunion, c'est un forfait, c'est 180 ou 220 euros. Ensuite, c'est en tarif horaire. Parfois, on peut fixer un forfait quand le client le demande. On voit bien le nombre d'heures que ça va prendre. On peut dire, ben voilà, ça va représenter autant de temps. Donc, ce sera autant d'euros qu'on travaille un peu plus ou un peu moins. Donc voilà, c'est d'une manière assez habituelle dans les cabinets d'avocats quand on veut fonctionner sur une base un peu arithmétique, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, puisque voilà, il y a toutes les sortes de métiers d'avocat aussi chez nous. On est dans un métier assez structuré, la fiscalité, c'est technique, c'est chiffré, etc. Alors, voilà, donc c'est moi qui vais commencer. Mon associé Maître Mance va prendre la parole. On va un petit peu alterner, ce qui vous permettra d'avoir des changements de voix qui ne peuvent être qu'agréables. Je vais commencer, contrairement à ce que disait M. Bakri, par les aspects fiscaux. Ça ne changera rien. Je vais commencer par les aspects fiscaux. Et tout d'abord, oui, on va dépasser le suivant pour voir. Donc, quand nous avons des donations qui se placent dans un contexte international, on peut avoir plusieurs critères d'extranéité. On peut avoir comme critère la résidence du donateur,
le donateur se trouve à l'étranger ou se trouve, alors puisque vous êtes en Belgique, on va dire que l'étranger c'est par rapport à la Belgique. Mais vous verrez que ce que je dirais va ouvrir les portes par rapport à ce que vous estimez être votre pays de résidence, qui peut ne pas être la Belgique. Donc on a la résidence du donateur, on a la résidence du donataire, on a la nationalité du donateur, on a la nationalité des bénéficiaires de la donation, on a le lieu où se situe le bien donné. Je suis portugais, j'ai été recruté en Espagne et je venais d'acheter une maison là-bas, je travaille à Bruxelles, mes enfants sont par exemple en Espagne, je vais donner cette maison à mes enfants. Alors vous voyez bien déjà les problèmes que ceci pose, qui sont ceux que la plupart d'entre vous rencontrent s'ils envisagent d'effectuer des donations. Je vais donc avoir un donateur qui apparemment est résident belge, mais qui néanmoins bénéficie peut-être en matière de donation, je vous dis déjà que ce n'est pas le cas, du protocole en matière de privilèges et immunité fiscale, donc il le renvoie normalement à l'Espagne, puisque c'est là qu'il a été recruté. Il est de nationalité portugaise, je peux déjà vous dire que ça n'aura pas d'impact, et il va donner à des enfants qui sont résidents en Espagne. L'Espagne impose les donations quand le bénéficiaire est résident espagnol. Donc on va voir la Belgique qui va dire oui mais vous êtes donateur belge, donc je peux taxer. L'Espagne dit oui mais le bien est en Espagne, je peux taxer. En plus les enfants sont en Espagne, donc je peux certainement taxer. Et peut-être que le Portugal pourrait dire coucou, il est quand même un peu portugais. Ça, il ne le dira pas, et il n'y a pas de pays européen qui se fonde sur la nationalité en dehors de la Suède. Donc il y en a parfois l'un ou l'autre, la Suède. En dehors de l'Europe, le pays le plus important qui prend la nationalité comme critère de taxation, ce sont les États-Unis. Alors revenons sur on va revenir sur la résidence, on va commencer par ce critère de résidence du donateur. Avant cela, vous me permettrez de rebobiner un tout petit peu le fil de mon exposé, parce qu'il y a peut-être un point important qui est à souligner pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence que nous avons donnée sur les successions. C'est que si on parle de donation, et si on en parle après la conférence de succession, c'est parce qu'il existe des droits de succession dans la plupart des pays, et qu'une manière de réduire l'impôt qui est finalement dû à l'État, ou d'éviter complètement l'impôt, est de procéder par donation. D'où la logique que rappelait M. Bakri de bien diviser les choses. D'abord les successions, et on voit que dans la plupart des États européens, on paye des taxes qui peuvent être parfois très lourdes. En Belgique, le taux de droit de succession en ligne directe, c'est-à-dire si je lègue à mon conjoint ou partenaire ou à mes enfants, il est, donc le taux maximal, il est de 27 ou 30% selon la région. C'est quand même pas inodore et incolore. En France, il monte à 45%. Et puis vous avez des pays comme l'Espagne, où le taux tourne autour des 30%, mais vous avez une exonération sur 99% de la base imposable. Vous avez une région comme l'Andalousie qui a voté la semaine dernière ou le mois dernier un décret qui exonère les successions de droits jusqu'à, je me tourne vers Maître Mans, jusqu'à 1 million d'euros. Donc voilà, les législations sont variables. En général, il y a un impôt. En général, cet impôt, il est d'au moins 30% comme taux maximal, mais en ligne directe, c'est-à-dire quand on lègue aux personnes les plus proches, et qu'on a donc le taux le plus favorable, puisque les taux sont, dans tous les pays sont liés au lien de parenté. Je lègue à mon voisin de palier qui n'a ni cousin, ni oncle, ni frère, ni fils, l'impôt sera beaucoup plus lourd que si je lègue à mon fils. Et donc par rapport à cette imposition qu'on peut laisser faire, voilà, c'est le jeu de la collectivité, mais pas de bonne raison personnelle, intellectuelle, familiale, pour chercher à réduire cet impôt de manière tout à fait légale, en se mettant simplement dans une autre case, je vais dire. Je pense à un jeu, le jeu de loi, mais je me mets dans la case où il n'y a pas de prélèvement. Les donations sont souvent la voie royale. Souvent. Attention, parce que
que nous avons évidemment dans l'Assemblée ce jour un certain nombre de personnes qui ont des liens étroits avec la France. Donc les liens étroits, on va voir ce que ça signifie. En France, les donations sont imposables. Dans un autre pays latin, c'est l'Espagne. Les donations sont imposables. Alors qu'en Belgique, un certain type de donation ne l'est pas. Ce seront les donations mobilières. On va y venir. À quel droit êtes-vous soumis? La résidence du donateur est-elle un critère pour vous qui travaillez pour l'Europe à Bruxelles? La résidence du donateur est le critère belge, le critère de référence pour déterminer qui peut taxer. Donc la Belgique taxera peut-être si le donateur est belge, est résident belge. Elle ne taxera en tout cas pas si le donateur est résident étranger. Donc, la résidence du donateur, c'est un critère très important et c'est un critère qu'on rencontre dans tous les pays. En Belgique, c'est le seul critère. On ne rencontre jamais le critère de résidence du donataire pour que la Belgique puisse taxer. Par contre, on va rencontrer un autre critère qu'on voit dans toute l'Europe et dans le monde entier d'ailleurs, c'est lorsqu'on donne un bien immeuble et que ce bien est situé dans le pays. Un résident espagnol donne à un autre résident italien un bien à Bruxelles, la Belgique va imposer. Ça, c'est une règle qu'on rencontre partout. Donc la résidence du donateur, c'est un critère général, et je dirais qu'il l'est même dans un pays comme la France, qui taxe aussi en fonction de la résidence du bénéficiaire de la donation, ou les États-Unis, qui taxent aussi en fonction de la nationalité, comme je le disais, et d'autres critères, ils taxent suivant tous les critères, ou l'Allemagne. Alors le lieu de situation du bien, je disais, il est pertinent, comme deuxième critère d'extranéité, il est pertinent en matière immobilière. Il n'est en général pas pertinent en matière mobilière. Donc les meubles, ce ne sont pas que les antiquités que vous avez héritées de la tante Rose. Le mobilier en droit, ce sont les comptes bancaires et les billets de banque eux-mêmes. Le compte bancaire est en soi un bien mobilier. Ce sont les tableaux, les œuvres d'art, les bijoux, la voiture. Donc, ce sont tous ces objets qu'on peut tenir dans la main. Bon, le compte bancaire, c'est un bien mobilier incorporel. Les biens mobiliers ne sont... Le lieu de situation d'un bien mobilier n'est généralement pas un critère. Il l'est dans certains pays comme la France, mais c'est donc relativement rare. Et alors ce... non, là, et alors, le lieu de... oui, nous, c'est ça, pour les biens mobiliers, j'allais dire, bon, vous avez la France, vous avez l'Allemagne aussi, mais il doit y avoir peu d'Allemands parmi vous, probablement, qui sont venus, ou viendront plutôt à la conférence qu'on donnera en anglais. Et la... Et en Europe, on a un critère... oui, on a, pour les personnes qui travaillent pour l'Europe, on a un critère très différent qui va peut-être prendre place dans le paysage, c'est le protocole numéro 7 de 2012 qui prévoit qu'un certain nombre de revenus, on va dire, de ressources financières, sont taxables dans le pays de recrutement. Les impôts qui sont visés par le protocole, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et peut-être un certain nombre d'entre vous, les impôts qui sont visés sont limitativement énumérés. On a l'impôt sur le revenu et on a les droits de succession. On n'a pas les droits de donation. Ça signifie que votre statut de fonctionnaire européen ne joue pas si vous souhaitez faire des donations pour réduire, d'abord seulement pour aider vos proches, ou pour réduire la perception fiscale au moment de votre décès. Le protocole ne joue pas en matière de donation. On va donc devoir considérer le critère
pays dans lequel vous êtes, ou de votre pays de nationalité, parce que votre pays de recrutement, on s'en fiche pour les donations, ou le critère du lieu du bien donné. Le critère principal, comme je vous le disais, dans la plupart des pays, et en tout cas en Belgique, c'est le lieu de résidence du donateur. A priori, vous êtes tous résidents belges, résidents au sens ordinaire. Vous résidez ici, vous avez un compteur gaz, électricité, votre partenaire, si vous en avez un, vit ici, des enfants, si vous en avez, qu'ils sont mineurs, ils vivent ici. La Cour de cassation, enfin, c'est peu importe d'ailleurs que ça vienne d'elle, mais enfin, elle avait défini la résidence de base très très pratique en Belgique, donc c'est vraiment l'endroit où monsieur a ses costumes et madame a également ses vêtements. La jurisprudence a élaboré ça de manière un peu plus complète, ça va être là où l'adresse renvoyée sur les cartes de visite, ça va être le club de sport auquel vous êtes abonné, est-il en Belgique, est-il à l'étranger, ça va être le réseau social que vous pouvez démontrer, s'il y a une contestation entre les États sur la résidence. Donc, au bout du compte, c'est votre résidence réelle. Et donc, c'est la Belgique. Donc, la Belgique est compétente pour taxer les donations que vous faites à qui que ce soit en matière mobilière. On va dire, pour simplifier, cash et portefeuille. La Belgique sera également compétente pour une autre raison, c'est si vous donnez un bien immobilier situé en Belgique. Elle peut imposer. Et on se trouve alors face au risque d'un conflit. C'est là que je te passe la parole, Grégory, ou c'est après ? Pas encore. Voilà. On se trouve là en face d'un conflit, un conflit de compétences entre les États. C'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc on peut passer le protocole. Et voilà. Et j'ai le cas, par exemple, d'un employé de la commission, du conseil, qui donne un immeuble en Espagne à ses enfants qui eux-mêmes sont résidents français. C'est l'un de vous qui fait cette donation, il est donc, ou elle est donc, résident belge. La Belgique peut taxer. C'est son droit absolu, il n'y a aucun protocole qui lui interdit de taxer. La France va dire, moi je taxe parce que les enfants sont en France, article 750 ter du Code général des impôts, je taxe. Et l'Espagne va dire, bah, le bien il est situé sur la Costa Brava, je taxe. Comment va-t-on s'en sortir pour qu'il reste un chouïa de valeur du bien pour les heureux bénéficiaires qui auront déjà dû payer 3 bureaux d'avocats pour s'en sortir dans chaque pays? Première chose, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes résident en Belgique, et que la Belgique est un pays d'une générosité que vous avez déjà pu apprécier, et la Belgique ne taxe pas les donations de biens immobiliers situés à l'étranger. Donc la Belgique va dire, je peux taxer, mais je ne taxe pas. Je ne taxe pas parce que je sais très bien que le pays étranger va d'office taxer. Donc peu importe pour moi qu'il taxe faiblement ou lourdement, je ne prends rien. Par contre, il y aura une obligation d'enregistrer la donation à un coût de 50 €. L'Espagne va dire je taxe. Et la France aussi. Et là, on va aller voir le traité entre la France et l'Espagne. Et ce traité va dire qu'en matière immobilière, le pays qui a la priorité est le pays du lieu de situation, donc l'Espagne. Donc l'Espagne va imposer. Et puis la France va venir comme le loup aux aguets. Elle est tapie à la lisière du bois, elle voit ce que l'Espagne a pris, elle constate que le taux d'imposition en Espagne est inférieur au taux français, et elle se jette sur sa proie et elle prend la différence de taux. Donc si la France prend 45% et l'Espagne en prend à peu près 25% dans la plupart des régions, la France va prélever 20% en plus. Là je suis dans les taux supérieurs d'imposition en ligne directe, donc après 500 000 €. Mais voilà, je referme la parenthèse, c'est juste pour vous donner l'exemple du mécanisme. Donc j'ai tout de même un mécanisme qui va m'éviter la double imposition. Bon, ce qui n'a pas de chance dans l'exemple que je donne, c'est qu'on va payer l'impôt le plus élevé entre l'Espagne et la France, mais on ne paiera au moins qu'une fois. Donc le recours contre la double imposition en matière de donation, ce sont les traités fiscaux. On va venir plus loin
après que Maître Mance aura exprimé une partie de la problématique du jour sur l'existence ou non des traités entre les différents pays qui peuvent nous concerner. C'est ici que je te passe la parole. Bonjour à tous. Parfait. Mais donc, en Belgique, il y a différentes manières pour faire une donation. On peut passer de cela. Et donc, pour les illustrer, je propose en fait de prendre un exemple partant de ma situation. Donc, Grégory Homons, je suis marié, Isabelle, et on a la chance d'avoir 2 enfants, Milo et Nola. Imaginez que j'ai des œuvres d'art, tableaux, bijoux, montres. Un jour, l'envie pourrait me prendre de décrocher un tableau du mur et le donner à mes enfants. Ça se passe de la main à la main, je décroche le tableau, je le donne à mon fils, qui le met sur son mur. On parle de donation manuelle, valable en droit belge. Autre possibilité, j'ai des comptes bancaires, et dans le cadre peut-être d'un achat immobilier ou du financement d'un LLM ou d'autres, je décide de transférer une partie de mon compte bancaire de mon compte vers celui de mon fils. Le transfert, pour des raisons de validité, il ne faut pas mettre de communication dans le transfert, donc pas mettre de donation, c'est un acte qu'on qualifie de neutre. Pourquoi neutre? Parce qu'on ne sait pas, ça peut être une donation, ça peut être un prêt, ça peut être le paiement d'un prix de vente, ça peut être le remboursement d'une dette que j'ai vis-à-vis de mes enfants. Donc on ne sait pas ce que c'est. Postérieurement, donc après ce transfert, on fait un petit document qui qualifie le transfert de donation. Ce petit document porte le nom technique de pacte adjoint. Et là, on se trouve dans ce qu'on appelle une donation indirecte. Pourquoi indirecte? Parce qu'elle se base sur un acte neutre. Troisième possibilité, j'ai un immeuble, un hôtel de 2 mètres, une valeur, on va dire, marchande de 750 000 €. Et je me dis, je vais le vendre à mes 2 enfants pour que ça reste dans la famille. On verra après les aménagements civils à faire, mais je le vends. Et comme c'est mes enfants, je vais le vendre 100 000 €. Je ne suis pas très bon en maths, mais la différence, 750 000, 100 000, ça fait 650 000. Ça, c'est ce qu'on appelle être une donation déguisée. Je le vends à 100 000 € uniquement parce que c'est mes enfants. Si je voulais le vendre à M. Battery, j'aurais vendu à 800 000 € évidemment. J'ai pas acheté. Tac, tac, tac. Et puis, il y a, désolé, la technique la plus classique, c'est que je prends mes 2 enfants par la main, donc 6 et 3 ans, comme ça vous savez vraiment tout, et on se rend chez un notaire. Et on passe l'acte notarié. Alors, petite particularité, on n'est pas en tant que résident belge, donc c'est-à-dire, comme l'a dit Manuel, tout le monde ici, en matière de donation, on n'est pas obligé de passer devant un notaire belge. Manuel expliquera plus tard les intérêts fiscaux de choisir peut-être un notaire étranger. Généralement, ce sera un notaire aux Pays-Bas ou en Suisse. Donc, on peut choisir un notaire étranger pour passer son acte. En cas de recours à un notaire étranger, outre le folklore d'aller à Maastricht ou à Genève passer un acte de donation, un petit trip familial sympathique, il faut faire attention à distinguer 2 lois. La loi qui régit la forme de l'acte. Est-ce que le papier est recto verso, la taille de caractère, enfin, un peu de plaisanterie, mais des détails, ça c'est la loi de l'État où est situé le notaire. Dans mon exemple, la loi des Pays-Bas. Et puis la loi du fond du contrat, ce qui gère la validité du contrat, les clauses du contrat, qu'est-ce qu'on peut prévoir, ce qu'on va voir tout de suite, ça c'est la loi du pays de résidence du donateur, soit la loi belge. Donc il faut faire attention. Quelle que soit la forme, donc là vous les avez sur les slides derrière moi, quelle que soit la forme de la donation, au bout du compte, il faudra un acte. Soit un acte notarié, soit un acte qu'on appelle sous seing privé, donc un acte fait entre vous, pour constater donc une donation manuelle ou une donation indirecte. Cet acte, donc quel qu'il soit, doit comporter des mentions obligatoires. Ça tombe sous le sens, mais c'est encore mieux en le disant. Il faut donner l'identité et le domicile du donateur. L'identité et le domicile de la personne gratifiée. Le lien entre le donateur et la personne gratifiée. Est-ce qu'ils sont parents, voisins, neveux, oncles, pluquières, cohabitants légaux et tout. Il faut décrire le bien donné. Qu'est-ce qu'on donne et quelle est la valeur de ce bien. Ensuite, prévoir tout un tas
modalités, non pas encore, de modalités. Est-ce que la donation est définitive? Est-ce qu'elle est en avance? Est-ce que c'est une avance sur l'héritage? Est-ce qu'on se réserve telle et telle clause? Donc ça, c'est dans le corps du texte. Malgré ces modalités, il y a un principe qui fait généralement peur. C'est une donation, c'est un acte de dépouillement irrévocable. Et donc, dans le cadre d'une planification patrimoniale, ces deux mots-là font peur. Dépouillement et irrévocable. Et donc, pour favoriser la donation, notre job, c'est de sécuriser le donateur. Qu'il soit à l'aise, tranquille, qu'il se sente confortable pour réaliser une donation. Donc, une manière de sécuriser le donateur, je pense qu'on doit distinguer l'objet de la donation. Si on donne des avoirs financiers, donc que ce soit des liquidités ou un portefeuille titre, ce qui est généralement important pour la personne qui veut donner, c'est de se conserver la gestion. Le droit de dire, ben non, je vends mes Facebook, j'achète des abeilles InBev, ce droit-là. Le droit d'être invité par son banquier préféré à tout un tas de folklore, golf, opéra, ce droit-là. Le droit sur la visibilité sur le compte. Le droit de recueillir les dividendes intérêts et dans une certaine mesure les plus-values. Le droit de pouvoir, moyennant certaines conditions, récupérer le bien donné et en disposer librement. Tout ça est possible et est de nature à favoriser la donation parce que sécurité pour le donateur. En matière immobilière, on peut penser au droit d'occuper, ça tombe sous le sens, mais d'occuper le bien donné sans que les enfants puissent s'y opposer. Le droit de louer aux conditions qu'on décide et de percevoir les loyers. Le droit d'effectuer des travaux, changer de cuisine, la toiture, le droit de tout faire. Le droit de pouvoir vendre le bien donné aux conditions souhaitées sans l'accord des enfants. Et, nouveau dans une certaine mesure, le droit de pouvoir encaisser soi-même le prix de vente. Donc tout ça est possible, toutes ces protections s'articulent autour d'un concept d'usufruit. Notion en droit, usufruit, je ne pense pas que ça sert à quelque chose de rentrer dedans aujourd'hui. Par contre, on peut passer encore. Cet usufruit, au niveau... ça tombe bien en fait que tout s'articule autour... Je vais encore celui-là. Ça tombe bien que tout s'articule autour de l'usufruit. Pourquoi? Reprenons mon exemple. Je suis marié à Isabelle, j'ai 2 enfants millionnaires. On va prendre le cas du cash, mais c'est tout à fait transposable à un immeuble. Je donne à mes enfants mon compte titre, je me réserve l'usufruit, c'est-à-dire le droit de le gérer, d'encaisser dividendes, intérêts, de tout faire. À mon décès, Isabelle, donc ma compagne, va rentrer dans mes petites chaussons, on va dire, pour être plus sympa, et continuer mon usufruit, poursuivre mon usufruit. On parle d'usufruit continuel. Donc, en tant que nouvelle usufruitière, Isabelle aura quasiment les mêmes droits que moi. Elle encaissera les dividendes d'intérêt, elle pourra gérer, continuer à aller à l'opéra sous invitation de son banquier préféré. Elle aura les mêmes droits que moi. Et ce n'est qu'au décès de mon épouse, Isabelle, que mes enfants deviendront pleins propriétaires. Alors la question qui brûle, à mon avis, toutes les lèvres, c'est mais comment est-ce que ça va être taxé? Comment est-ce que ça va être taxé, ce transfert d'usufruit, cette poursuite d'usufruit? Et là, en Belgique, rien n'est simple. Enfin, comparé aux Espagnols, on est très simple, c'est-à-dire qu'en Belgique, on a 3 régions, en Espagne, il y a 17 droits foraux, donc quand on dit que c'est compliqué, c'est rien comparé à l'Espagne, mais donc la taxation de l'usufruit continuel, là je me suis un peu emballé, dépend de la région dans laquelle en quelque sorte le donateur décède. Pour faire très simple, si je décède en région bruxelloise, en tant que résident bruxellois ou résident wallon, mon épouse sera totalement exonérée. Elle recueillera l'usufruit sans droit. À son décès, mes enfants deviendront pleins propriétaires du portefeuille sans droit de succession. C'est parfait. En Flandre, malheureusement, mon épouse payera des droits de succession qui vont de 3 à 27%. Heureusement, en droit, rien n'est inéluctable. Et donc, il est possible, là ça rentre trop fort dans le technique, d'aménager l'usufruit continué pour éviter en Flandre toute taxation. Et je te recède la parole. Voilà. Je vais vous entretenir des aspects fiscaux belges des donations. Et ils ont un intérêt particulier puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous ne bénéficiez pas du protocole en matière de donation. Vous êtes résident belge, vous faites une donation demain, la Belgique est concernée.
et vous faites une donation mobilière, elle est même, en général, le seul État qui va imposer. Donc, quelle est la fiscalité belge en matière de donation mobilière? Donc, je donne du cash, un portefeuille bancaire, éventuellement d'autres objets, parfois on peut avoir une œuvre d'art qui a de la valeur, etc. Le principe en Belgique est que les donations mobilières sont exonérées d'impôts, sauf si on les enregistre. Elles sont exonérées d'impôts, mais bien entendu, on fait la donation de manière parfaitement légale, ouverte, connue de l'administration. On peut avoir son contrôleur fiscal à l'autre bout de la table, ça ne pose aucun problème. Elles ne seront pas nécessairement, non c'est bon, nécessairement pas organisées, elles ne seront pas nécessairement exonérées ad vitam, c'est le cas de le dire, puisqu'il existe un cas important où le fisc belge va revenir sur cette exonération, c'est celui où le donateur décède dans les 3 ans. Si le donateur décède dans les 3 ans, ce seront les droits de succession qui seront applicables. Donc je vous rappelle, en ligne directe, ça monte jusqu'à 27 ou 30% selon les régions. Donc je donne un compte bancaire à n'importe qui et de n'importe quelle valeur. C'est une question qu'on a souvent, puisque dans plusieurs pays, comme la France, on a des abattements jusqu'à un certain montant. Par exemple, jusqu'à 150 000 euros. Et on a encore des abattements que si on lègue en ligne directe. Donc en Belgique, c'est du 0%, quelle que soit la somme et quel que soit le bénéficiaire. Donc, mon fils, mon frère, mon oncle, mon voisin de palier. Donc on peut donner 50 millions d'euros sans impôt. Avec donc ce risque du décès dans les 3 ans, qui lui amènerait une taxation de l'ordre de 30%. Si je veux éviter ce risque, je peux aller enregistrer ma donation. Et si je vais l'enregistrer, je vais payer une taxe, mais qui sera relativement faible, puisque cette taxe, c'est celui-là que je voulais mettre. La taxe est relativement faible, puisqu'elle sera de 3% à Bruxelles et en Flandre, et de 3,3% en Wallonie, en ligne directe. Je donne à mon conjoint ou partenaire, je donne à mes enfants, je paie en gros donc du 3%. Donc là c'est un petit peu comme un jeu, un pari. Est-ce que je préfère payer 3% maintenant ou parier que je survivrai au moins 3 ans? Le législateur belge aime les paris, apparemment. Il existe une manière de réduire l'enjeu, sans tricher, comme dans les jeux de poker menteur, c'est d'assurer le risque. Si j'ai 50 ans et que je fais une donation d'1 million d'euros, que je décide de ne pas l'enregistrer, donc de ne pas payer les 3%, et que j'ai un assureur qui veut bien assurer le risque qu'on constitue le droit de succession, c'est-à-dire 30%, c'est-à-dire 300 000 euros dans mon exemple, il veut bien assurer ça pendant les 3 ans en question, il va peut-être me demander une prime qui est l'équivalent de 1% du montant donné. Surtout que j'ai 50 ans, je fais du vélo, de la natation tous les jours, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas de parachutisme. Et donc, voilà, la règle légale, c'est donc 3% ou 30% selon qu'il y a décès ou pas dans les 3 ans, enfin, que j'enregistre ou pas. Il y a malgré tout moyen encore de réduire le côté un peu angoissant pour certains de ce pari. Si je vais chez un notaire belge pour faire ma donation, il est obligé d'enregistrer tous ses actes. Donc le notaire, qui est un intervenant juridique habituel en matière de donation, il va nécessairement exiger le paiement des 3% ou 3,3%. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de donations mobilières se font par avocat et pas par notaire, puisque nous n'avons pas l'obligation, nous, d'enregistrer les contrats qu'on fait pour les clients. Si on veut enregistrer... Non, pardon, je rebobine. Si on veut faire une donation par notaire, sans enregistrer, c'est possible, il faut aller à l'étranger. Donc c'est ce que disait Maître Mance.
Moi, j'aime bien faire ça avec un notaire, parce que comme ça j'ai un acte authentique, je préfère ça. Parfois, ce sera nécessaire. Donc, certains types de donations ne pourront pas être réalisés par un contrat hors notaire. Donc, je pourrais alors aller chez un notaire étranger. Dans la plupart des pays, le notaire n'est pas habilité à percevoir un droit d'enregistrement si les deux parties résident ailleurs. Donc on va aux Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ne prélèvent pas de droit d'enregistrement? Parce qu'ils ne peuvent pas prélever de l'impôt belge. Où irait-on si le notaire dans les 28 pays pouvait prélever les impôts dans les autres pays? Ce serait la soupe totale. Et les Pays-Bas considèrent qu'on ne va pas prélever un impôt aux Pays-Bas pour une donation mobilière entre un résident belge et un autre résident belge, un résident espagnol et un autre résident italien. Donc dans la plupart des pays, donc on peut même aller en France, un Belge qui va faire une donation en France au profit de son enfant belge, résident belge, et donne un compte bancaire belge, pour que ce soit bien clair, le notaire français va exclusivement prélever ses honoraires. Alors pourquoi va-t-on beaucoup aux Pays-Bas? Parce que c'est à 45 minutes d'ici, parce que c'est un pays qui ne connaît pas nos angoisses identitaires en matière linguistique, et ils acceptent de passer des actes en français. Donc, on va à Maastricht et on passe un acte en français. Je dis, on pourrait aussi aller en France. Mais enfin, les gens qui veulent aller en France, généralement, c'est parce qu'ils ont des liens étroits avec la France. Leurs enfants, par exemple, sont résidents français, et là, ça redevient taxable. C'est pas bon. C'est pas bon. Si j'ai un exemple, voilà. Donc, à titre d'exemple, un monsieur qui habite à Bruxelles et qui a 2 enfants, il a un portefeuille obligataire de 500 000, des actions pour 500 000, des liquidités 500, donc un total d'1,5 million. Il ne s'organise pas, le coût fiscal à son décès sera de 320 000 euros. S'il fait une donation à ses enfants, il pourra transférer la totalité du 1,5 million à ses enfants avec 0 d'impôt ou avec un impôt de 45 000 euros s'il choisit de payer les 3%. On voit tout de suite l'intérêt du raisonnement rigoureux de M. Bacri qui a dit on va d'abord faire les successions et puis les donations, comme ça. Lors de notre première conférence, on illustrait davantage le montant de 320 000 euros, toutes les circonstances dans lesquelles on paye des droits de succession carabinés. Quand on est dans des situations comme les vôtres, ça va souvent être l'État ou le pays, ça va être votre pays de recrutement qui va taxer, et souvent le taux sera supérieur au taux belge. Et donc la donation est évidemment, ça saute aux yeux, une manière d'éviter cet impôt. Si je donne un immeuble belge et que le bénéficiaire est résident belge, je vais payer le même impôt que celui qu'on a vu tout à l'heure, 3 à 27% dans les tranches. Oui, peu importe. Et donc, entre les autres personnes, on va monter jusqu'à 40%, c'est tout vient d'être revu en fait. J'aurai parfois des taux préférentiels, une exonération sur le premier immeuble d'habitation, des choses comme ça, donc c'est très important. Mais le taux de base, ce sont ces taux que vous avez sous les yeux. Ils valent en matière d'immeubles belges. Ouais. Si maintenant j'ai un résident étranger, la Belgique va toujours taxer. Simplement, j'ai un risque de double imposition, c'est ce que vous voyez un petit peu plus loin. Le bénéficiaire serait résident français, allemand, espagnol, par exemple. Ces pays-là taxent parce que le bénéficiaire de la donation est résident allemand ou français ou espagnol. Et alors, on va aller voir si on a un traité entre la Belgique et ces pays-là. C'est là que je vais faire un saut en arrière. Et voici la liste des traités. Voilà. Les traités conclus par la Belgique en matière de donation, c'est très simple, il n'y en a pas. Donc, la Belgique peut taxer, et le pays étranger peut taxer. La Belgique ne va pas le sanctionner parce qu'il impose. Ne va pas lui dire non, nous avons un traité, j'ai déjà taxé, vous ne pouvez plus taxer. Donc, j'ai un résident, pardon, quelqu'un d'origine française parmi vous, qui est établi à Bruxelles et qui fait donation d'un immeuble français à ses enfants.
même si les enfants résident en Belgique. Alors, je ne vais pas prendre l'immeuble français, excusez-moi, je vais prendre un autre exemple qui sera plus pertinent. Il va donner un immeuble belge à des enfants français. Enfants qui résident en France. La Belgique va dire je taxe parce que l'immeuble est en Belgique. Et la France va dire moi je taxe parce que les enfants sont en France. Aucun des deux pays ne peut interdire à l'autre d'imposer. Il se fait qu'en droit interne français, on aura un crédit d'impôt équivalent à l'impôt belge. Mais c'est du droit interne français, la loi pourrait changer demain. Il n'y a pas de renégociation d'un traité avec la Belgique. Ce qui est un processus législatif beaucoup plus compliqué. Je vous le dis parce qu'en matière d'impôt direct, la France et la Belgique sont en train de renégocier leur traité, qui date de 1964. Et ça peut donc concerner à nouveau un certain nombre d'entre vous, pas tant que vous bénéficiez du protocole, mais si vous n'en bénéficiez plus, ou si votre conjoint ou partenaire lui-même est d'origine française et ne bénéficie pas du protocole. Donc la France et la Belgique renégocient ce traité, ça fait depuis au moins 5 ans. On est au 3e round de négociation. Voilà, ça discute. Vous savez, pour les Français parmi vous, comme les Français discutaient. Et donc voilà, ça dure. En matière de changement législatif interne, ça se fait en 2 heures. Le Parlement décide de modifier la loi, on vote, c'est terminé. Donc aujourd'hui, la Belgique n'ayant pas de traité, on pourrait avoir une taxation en Belgique, parce que le donateur est belge ou parce que l'immeuble est belge, et on pourrait avoir une taxation à l'étranger, parce que le pays étranger taxe, parce que l'immeuble est étranger, parce que les bénéficiaires sont résidents étrangers, parce qu'on a un fonctionnaire européen qui bénéficie du protocole et qui a un conjoint qui ne bénéficie pas du protocole, et qu'ils ont un immeuble en communauté, en indivision. Donc on aura peut-être un des deux qui sera considéré comme résident français, l'autre qui sera considéré comme résident belge. Bon, c'est un peu compliqué ce que je dis parce que le protocole ne s'applique pas a priori. Mais je veux juste vous dire, on aura donc des cas de double imposition, ce sont les traités qui vont les régler, la Belgique n'en a pas, les autres pays en ont bien davantage. Donc vous voyez, la France, elle en a beaucoup. La France est un pays à convention. Ce sont souvent les pays qui ont une longue histoire coloniale, qui ont une longue histoire mondiale, qui ont beaucoup de traités. Alors là, on n'a pas les États-Unis, mais pas. Ça, c'est un pays européen. Donc je reviens, alors là où j'en étais. Donc les modalités de la donation. Là, est-ce que. C'est pas la parole, non? Non. Bon. Oui, donc on a vu les taux des droits de donation, donc de 3 à 27%. Ces taux sont progressifs, c'est-à-dire qu'on retombe à 0 après 3 ans. Et donc l'idée, au fait, en matière fiscale, pour optimiser un transfert d'immeuble en Belgique, est de séquencer la donation, donc donner une partie l'année 1, donner l'autre partie l'année 4, et la dernière partie, par exemple, l'année 7. Tous les 3 ans, refaire une donation. Donc ça, c'est un process conseillé par la plupart des notaires en Belgique. Peut-être qu'on peut passer. On a repris un exemple pour illustrer. Donc vous avez le même monsieur tout à l'heure, 2 enfants, un immeuble, 750 000. S'il ne fait rien à son décès, les droits de succession sur l'immeuble sont d'environ 112 000. S'il fait la donation en une fois grâce au nouveau taux de droit de donation immobilière, on tombe à 72 000, soit une économie directe de 42 000. Si monsieur donne en 2 étapes, donc ça ne prend jamais que 3 ans et 1 jour, l'impôt total est limité à environ 30 000 €, donc ce qui fait un gain fiscal subséquent. Et donc tout le monde se dit, ben, pourquoi ne pas le faire? Là, il y a quand même des inconvénients, je pense, dans ce mécanisme. C'est le marché immobilier belge peut augmenter. Donc, au plus vous étalez dans le temps, au plus il y a un risque que l'immeuble, enfin un risque ou une chance, mais que l'immeuble prenne de la valeur. 2, personne n'a une boule de cristal. Donc on peut savoir beaucoup de choses. Par contre, l'heure de son décès, personne ne le sait. Donc si vous étalez beaucoup dans le temps, il se peut que vous décédez en chemin dans le cadre du transfert. 3, au plus vous passez d'actes notariés, au
à chaque acte, il y a des coûts notariés, donc la projection doit se faire avec ça, enfin inclure le coût des actes notariés dans votre calcul pour déterminer en combien de tranches vous comptez donner votre immeuble. Et un quatrième risque, c'est l'évolution législative. Bon, là, on est dans une période où en Belgique, il n'y a pas de gouvernement. Précédemment, on est resté 2 ans sans gouvernement. Je ne pense pas que ça va aller très très vite. Et donc, sur les 2 prochaines années, voire 3 prochaines années, la réforme va pas, il n'y aura pas potentiellement de réforme. Après, on n'a pas de boule de cristal. Une particularité belge par rapport à la plupart des États membres, notamment la France en tête, mais aussi l'Espagne, en tout cas certaines communautés autonomes d'Espagne. La Belgique, si je donne à mes enfants un immeuble en nue propriété, donc c'est-à-dire que je me réserve l'usufruit, l'usufruit me donne pour rappel accès à quoi? Au droit d'occuper l'immeuble. Si je donne mon domicile, j'aimerais bien pouvoir y rester, donc je donne la nue propriété, je conserve l'usufruit. Ou si c'est un immeuble de rapport, je donne la nue propriété, l'usufruit me permet encore d'encaisser les loyers. Mais malgré ça, malgré que je ne leur donne qu'au fait une petite partie, la certitude d'avoir la pleine propriété à mon décès, le fisc belge calcule ses droits de donation sur la valeur de la pleine propriété. Contrairement où la France calcule ses droits de donation sur la valeur de la nue propriété, ils ont des tables de mortalité qui fixent le taux, idem en Espagne. Mais la Belgique, non, elle dit le donateur sait réserver l'usufruit, donne la nue propriété, mais je taxe sur la pleine propriété. Voilà, on peut passer. Comme tu veux. Ok. Comme tu veux. Oui, je peux. Ou je le fais. Je pense aussi à... En matière de donation, une question qu'on se pose souvent avant de venir à l'immobilier, c'est savoir s'il est possible de donner sans prendre de risques. Tout à l'heure, Maître Mans évoquait le fait que dans notre travail, on est souvent invité par les donateurs à les protéger. Il existe de véritables moyens juridiques contraignants pour les donateurs, qui visent à protéger, contraignants pour les donataires, pour les bénéficiaires, qui visent à protéger le donateur contre le fait que les donataires, on va dire les bénéficiaires, puissent prendre l'argent reçu, puissent l'utiliser, puissent prendre les revenus, puissent donner des instructions aux banquiers. Si vous voulez, un moyen assez usité en Belgique, il est intellectuellement un peu abstrait, et pourtant il est en fait très simple. C'est pour quelqu'un qui a un portefeuille, donc un portefeuille bancaire, c'est, donc mettons un couple. Monsieur et madame ont un portefeuille de 500 000 euros. Ils vont non pas donner en pleine propriété à leurs enfants, ils ne vont peut-être pas non plus donner seulement avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire qu'ils donnent la nue propriété et ils gardent tous les revenus. On peut aller encore un petit peu plus loin. On pourrait leur dire, avant de donner ce portefeuille, donnez-lui une autre coloration. Placez-le dans ce qu'on appelle, et c'est là que ça devient abstrait, dans ce qu'on appelle une société simple, qui n'est pas une vraie société avec personnalité juridique, qui est un contrat entre eux. C'est un contrat dans lequel, par exemple, monsieur et madame mettent leur portefeuille conjoint. Ils disent qu'il nous appartient conjointement. Ils disent, si madame a des compétences financières particulières, madame sera gérante du portefeuille. Elle sera responsable de la relation avec le banquier, etc. Puis, si madame décède, le gérant, ça devient monsieur. D'accord ? Et quand ça c'est écrit, qu'il y a ce contrat entre eux, qui vise le portefeuille chez BNP de 500 000 euros, tel numéro de compte, alors on donne aux enfants. On dit, ce qu'on vous donne, ça n'est plus un portefeuille simple. C'est un portefeuille qui est grevé de ces contraintes-là. Ce qu'on vous donne, c'est le contrat de société simple, dans lequel il y a 500 000 euros avec madame gérante jusqu'à la fin de ses jours. Et que si c'est plus madame, ce sera monsieur. Et donc, on a été plus loin de cette manière-là qu'à donner simplement de la nue propriété aux enfants, en se demandant quand même si on ne va pas devoir leur demander leur accord quand on veut vendre des actions de l'AISE pour acheter des actions Carrefour. Puisqu'après tout, ils avaient la nue propriété sur les actions de l'AISE. On leur a donné. Ici, c'est clair et net, juridiquement, il y a un gérant de portefeuille. Ce qui est donné, c'est comme une liasse d'actions déjà... avec déjà un certain nombre de règles qui la cadenassent. Donc il y a moyen comme ça de le faire à peu près dans tous les domaines. On peut même donner un portefeuille, pour des raisons purement fiscales, parce qu'on se dit que finalement, même à 50 ans, on peut décéder demain.
Mais on peut, quand on est aussi jeune, souhaiter garder le droit au capital. Alors quand les sommes deviennent relativement importantes, qu'on peut commencer à mettre en place des mécanismes un peu plus complexes, on peut même arriver à donner un capital. Quand j'ai 1 million d'euros, je donne le million à mes enfants, et je me garde non pas seulement le droit de gérer, et de donner les instructions aux banquiers, non pas seulement le droit d'avoir les revenus, je garde le droit de prélever sur le million quand je veux et dans l'objectif que je souhaite. Je veux aller claquer 30 000 euros au casino, ben je prendrai 30 000 euros sur l'argent donné, sans que ceci invalide la donation. Et si par contre je décède 5 ans plus tard, c'est comme si enfin, le portefeuille en question ne m'appartient plus. Je l'ai donné il y a plus de 3 ans, il n'a donc pas de droit de succession. Donc on peut aller très loin juridiquement. La Belgique est comme la France, comme la plupart des pays latins, un pays qui est très ouvert au niveau civil. Oui, peut-être les questions vont venir juste après. Je voulais simplement demander qui paye les impôts. Alors, oui, ici je suis hors impôt. Les impôts sur le revenu, Ah oui. ce sera le bénéficiaire. Alors c'est le bénéficiaire du revenu, donc c'est l'usufruitier, au cas où j'ai fait une donation avec réserve d'usufruit. Si j'ai fait une donation d'un autre type, celle dont je parle maintenant, ça peut même être une donation de pleine propriété. Je donne à mes enfants en pleine propriété, ils auront les revenus et les impôts. Mais je me réserve le droit de prélever dans le capital. Là, ce qu'on va être amené à faire pour la paix des familles, parce que là, c'est les enfants qui pourraient un peu s'inquiéter. Moi, je paye les impôts, et mes parents, ils peuvent prélever le capital, et dans le capital, il y a les revenus, donc avec quoi je vais payer les impôts. Donc là, c'est eux qu'on va protéger. Pour créer un équilibre. Donc on peut aussi, dans toutes les donations, prévoir qui a charge de quoi. On peut dire, ben, normalement, ça serait l'usufruitier qui paye les impôts, mais là, ce serait non, ce sont les nus propriétaires. Là, on est en train de faire une donation pour donc d'un vieux monsieur qui a 93 ans et qui donne à une dame qui en a 75. Ils n'ont pas de lien de famille. Et pourquoi est-ce que je pense à cet exemple? Oui, parce que là, bon, le monsieur a 3 comptes bancaires, il y en a 2 qu'il donne en pleine propriété. Et il y a un compte sur lequel il veut garder l'usufruit et alternativement une rente. Donc il aura soit les revenus générés par la banque, par la gestion, soit, si ces revenus sont inférieurs à un montant de rente qui est de 3 000 euros par mois, la donatrice lui payera 3 000 euros par mois. Et on ne regarde pas qui aura finalement, enfin c'est d'ailleurs lui qui aura les revenus, mais parce qu'elle a eu une donation d'autres comptes bancaires en pleine propriété, ben, elle n'aura qu'à les pêcher dans ce capital-là pour lui payer sa rente, si la rentabilité des comptes bancaires tombe à 0 demain. Ça va, mon exemple n'est pas trop compliqué. Je voulais juste vous dire, on peut encore librement décider qui paye l'impôt. Et alors un dernier mot en matière immobilière. Alors, immobilière et fondation. Alors, tu fais, moi je finis page web. Les assurances séquences après. Il n'y a pas Donc, je vais associer, je fais. Alors en matière immobilière, donc, on peut acheter de différentes manières. Il est important d'acheter déjà, si vous achetez demain, dans le futur, il est important de prendre en considération l'aspect transmission de patrimoine au moment de l'achat, si c'est possible. Quand on achète à 25 ans, on ne pense pas tellement à favoriser les enfants qu'on n'a pas encore. Quand on en a 50, on peut déjà songer que le nouvel appartement qu'on achète à Bruxelles, on va peut-être l'acheter en indivision avec les enfants. Ou on va peut-être directement l'acheter, eux en nue propriété et les parents en usufruit. Alors on va dire, mais les enfants ils n'ont pas de quoi acheter la nue propriété. On va peut-être faire une donation mobilière aux enfants. Un appartement de 500 000 euros, j'ai 50 ans, j'ai plus que ça, je vous rassure, sinon je vais faire un lifting à l'envers. Donc, à 50 ans, l'usufruit vaut à peu près 50%, la nue propriété 50%. Donc, mes enfants doivent avoir 250 000 euros pour acheter la nue propriété. Je vais donc leur donner cette somme. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas résidents français ou espagnols, sinon il faut être imposé. Et puis ils vont acheter la nue propriété. Mais la semaine dernière, on avait des clients d'origine française qui s'installent en Belgique là maintenant et ils achètent un appartement. En fait, ils ont signé le compromis la semaine dernière.
Et comme ils ne veulent pas donner beaucoup d'argent à leurs enfants, parce que les enfants sont résidents français, ils vont juste donner à chacun, ils vont juste donner à leurs enfants de quoi acheter 1% de la nue propriété. Ils vont leur donner à chacun 3 000 €. Avec ça, les enfants achètent 1% de nue propriété, et pas toute la nue propriété, comme ce serait plus logique de le faire. Et les parents gardent l'usufruit, le droit d'occuper l'appartement, etc. Et donc ils font ça parce que les enfants sont résidents français, et que donc, dans cet appartement-là, en l'occurrence, il vaut 1 million €. Et les gens ont plutôt genre 70 ans. Donc la nue propriété vaut à peu près 70%, 700 000 €. Il faut donner 700 000 € à des résidents français, il faut quasiment donner le double. Donc ils ne vont donner qu'une toute petite partie. Mais le fait que dès l'achat, les enfants sont nus propriétaires, va permettre plus tard de transférer le reste de la nue propriété à un coût fiscal plus bas. Donc ça vaut la peine, au moment d'un achat, de prendre conseil chez un fiscaliste. Donc dans cette perspective, qu'on achète éventuellement déjà pour transmettre plus tard. Et puis évidemment, on va créer le contexte juridique pour que les parents puissent quand même décider un jour de revendre cet appartement et de repartir dans un autre pays ou de racheter autre chose sans devoir supplier leurs enfants de bien vouloir consentir à vendre également. Oui. Là, on va faire en sorte que ce soit les parents seuls qui décident un jour qu'ils vendent à tel prix, à telle personne, même si les enfants ont reçu ou acheté la nue propriété du bien. Voilà. Et puis on va terminer sur un autre mode que je te passe la parole, donc un autre mode parmi un certain nombre, on ne peut pas tout voir aujourd'hui, de mécanismes qui permet d'éviter légalement les droits de succession. Et donc ce mode, c'est la fondation privée. Alors qu'est-ce que c'est une fondation privée? Une petite ASBL familiale. Donc conceptuellement, vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous souhaitez que cet immeuble reste dans la famille, traverse les générations en génération, type des petites fermes, des châteaux, des terrains, des terres agricoles, ou même une seconde résidence où vous avez créé vraiment un lieu de rassemblement familial, et vous voulez pas qu'au plus il va y avoir de décès, au plus la propriété va se parsemer, et donc à un moment donné les projets de vie vont être différents, les situations vont être différentes, l'un voudra vendre, l'autre voudra garder, le troisième voudra faire plaisir à son frère qui vend, et donc le bien sort de la famille. Pour éviter tout ça, ce qui est possible de faire, c'est de créer cette fondation, apporter l'immeuble dedans, vous logez l'immeuble dans la fondation, le coût de ce transfert est de 7%. Cette fondation aura vocation à entretenir l'immeuble, à le mettre en valeur, si c'est une petite ferme ou un château, à organiser des mariages, des réceptions, tout ce que vous voulez, à générer des revenus pour l'entretenir, et également aura vocation, on peut avoir vocation à veiller au bien-être, à l'éducation des descendants du fondateur, ce qui permet de sortir des fonds en faveur de vos descendants en exonération d'impôts. Cette fondation doit être administrée par certaines personnes. Le problème, c'est qu'avant, donc on a connu une grande réforme du droit des sociétés en Belgique le 28 février 2019, donc tout chaud. Avant, la fondation devait être administrée par 3 personnes au moins. Cette fondation est connue un peu dans tous les États, dans pas mal d'États membres, dont notamment les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il ne fallait qu'un administrateur, c'est pourquoi beaucoup de personnes passaient la frontière pour constituer leur fondation aux Pays-Bas, et donc le législateur a mis un quart de siècle à comprendre pourquoi les gens partaient aux Pays-Bas, et il a dit lors du 28 février, on réforme ça et on ne met plus qu'un administrateur. Donc dorénavant, un seul administrateur, et c'est bon, je propose d'avancer. Encore un. Et donc, pour conclure un peu de droit comparé, donc Manuel a beaucoup, le maître de Kayser a beaucoup parlé de fiscalité belge, avec les taux, donc vous vous rappelez, 3% en ligne directe, 3,3% en Wallonie, si c'est de l'immobilier 3 à 27 ou 3 à 30. Et donc là, j'ai pris quelques États à titre de comparaison. Vous avez la France, c'est un taux progressif qui monte jusqu'à 45% avec un système d'abattement. 100 000 € en faveur des enfants, 80 000 € en faveur du conjoint, renouvelable tous les 15 ans.
L'Allemagne, c'est plus ou moins similaire, sauf qu'ils sont plus généreux pour les abattements. 500 000 € en faveur du conjoint, 400 000 € en faveur des enfants, et renouvelable tous les 10 ans. À croire qu'on vit moins longtemps en Allemagne qu'en France. L'Italie, c'est un peu complexe, il y a un taux fixe de 4%. Si c'est une donation immobilière, on rajoute 2% de taxes hypothécaires, 1% de taxes cadastrales, avec là, depuis Berlusconi, un abattement de 1 million d'euros en faveur des époux et des enfants. L'Espagne, elle, connaît un système aussi d'abattement, notamment en Catalogne, de 1 million d'euros. En Andalousie et à Madrid, on a un système différent qui est une exonération de 99% des droits dus. Compliqué, quoi. En Grèce, là, les choses sont simples. Un droit progressif qui va jusqu'à 10%, pas d'abattement, pas de déduction de droits en taxes. Le Portugal, des taxes 10% plus un petit surcoût en cas de donation immobilière, mais par contre une exonération de principe pour toute donation en faveur du conjoint et des enfants. Suède, Bulgarie, pas de taxes. Donc ça vous permet de vous situer un petit peu dans les 27 ou 28 États européens, selon qu'on compte. Voilà. En général, classiquement, on fait les questions-réponses à partir de 14 h, mais là, il nous reste quelques minutes et vous n'avez pas pu parler des assurances. Si vous voulez juste m'en dire un petit mot. Et là. Ouais. Donc en fait, une assurance, ça peut paraître compliqué. Il faut se rassurer, c'est un truc assez simple. Il y a juste des fondamentaux à avoir. Une assurance, c'est 3 personnes. Le preneur, c'est celui qui verse l'argent dans la police d'assurance. L'assuré, c'est à son décès que le contrat va se dénoudre, terminer, quoi, prendre fin, au profit d'une 3e personne, le bénéficiaire. Alors, en Belgique, le problème a été le suivant. Vous avez des courtiers, donc on est un des seuls États où on ne peut pas vendre d'assurance, les compagnies ne peuvent pas en vendre diverses, donc il y a une profession qui s'est créée, des courtiers. Et donc, prenons mon exemple, ils rencontrent ma grand-mère, et ils séduisent ma grand-mère, ils disent « Ok, vous voulez qu'à votre décès, ce soit vos 2 petits-enfants, moi et ma soeur, qui soyons bénéficiaires de l'assurance vie. » Ma grand-mère dit oui, oui, elle signe, tout le monde est content. Et ma grand-mère est décédée il y a 2 ans. Là, il y a eu un drame, enfin elle n'était plus là pour s'en rendre compte, mais ok, elle avait versé, disons, 10 dans la police d'assurance. Elle s'attendait à ce qu'on recueille 10 plus les revenus, ma soeur et moi. On a recueilli 10 plus les revenus, moins l'impôt. Impôt de 30% en ligne directe, ma grand-mère versus, enfin, à mon profit. Pourquoi un impôt? Ben, en fait, c'est trop facile sinon. C'est ma grand-mère qui verse les fonds, et c'est à son décès que ma soeur et moi allons bénéficier des fonds versés par ma grand-mère. On est tout proche d'une succession. Donc la Belgique a créé ce qu'on appelle une fiction fiscale, en disant, moi, ce genre de truc, je taxe. Donc, la moralité, si on ne peut faire qu'une guideline à retenir, méfiez-vous des courtiers. Il est possible de faire autre chose, de plus, enfin, disons plus judicieux fiscalement. L'idée était, enfin, donc l'idée de ma grand-mère était, je veux gratifier à mon décès mes petits-enfants. Ma grand-mère aurait très bien pu faire une donation des fonds à ses 2 charmants petits-enfants, autant se lancer des fleurs, en nous imposant de souscrire un contrat d'assurance. Donc ma grand-mère nous donne les 10 à ma soeur et moi. Ma soeur et moi souscrivons un contrat d'assurance, prévoyant qu'au décès de ma grand-mère, on recueille les fonds qu'on a nous-mêmes apportés. Donc ma grand-mère nous donne, nous versons des fonds dans une assurance qui se dénouera au décès de ma grand-mère. Au décès de ma grand-mère, ma soeur et moi ne faisons que récupérer ce qu'on a nous-mêmes apporté. Il n'est plus question d'héritage, et ce genre de choses est dans la plupart des cas pas taxé. Ça, c'est une alternative. Il en existe plein parce que l'assurance a ça de sympathique en droit, qu'elle est très souple, très malléable. Et donc, dans le cadre d'une planification patrimoniale, cette souplesse peut être appréciée parce qu'en fait, une réelle bonne planification patrimoniale est quelque chose qu'on peut détricoter. On ne sait pas comment sa vie va évoluer au niveau personnel. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants, je pourrais être divorcé, il faudra changer des choses. Un de mes enfants pourrait décéder avant moi, je ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et au niveau fiscal, aujourd'hui, le dénouement de l'assurance que je viens de vous expliquer n'est pas taxable. Peut-être que dans 45 ans,
le fisc va dire, ben moi, je taxe toutes les assurances, donc à ce moment-là, il faudrait pouvoir revenir en arrière, et l'assurance offre cette souplesse, ce détricotage, ce qui fait du bien dans le cadre d'une planification patrimoniale. Bon. Excusez-moi, vous parlez de quel genre d'assurance? Ben, en fait, les assurances vie. Ok, merci. Ouais, Et je pense que vous parlez des assurances vie belges, pas des assurances vie françaises. Mais en fait, ouais. Là, peu importe, vous pouvez souscrire une assurance vie en Belgique, au Luxembourg, en Irlande, c'est les gros places qui font, ou en Suisse. On peut également souscrire des assurances vie françaises. Le but étant que c'est en fait la résidence du preneur qui déterminera la fiscalité de l'assurance vie, donc indépendamment de où on la souscrit. Ok, bah écoutez, on vous remercie pour cet exposé très complet, je pense, et puis on va passer